Depuis le début de Facebook, en fait, le fait de pouvoir traduire les posts de quelqu'un dans une autre langue a été vraiment au centre des produits. Et plus ça va, plus on essaie d'améliorer ça. Et surtout, un des gros points sur lesquels on investit beaucoup, c'est pour traduire les langages qu'on appelle rares, ou en tout cas les langages pour lesquels il y a peu de données traduites. Donc en fait, il y a beaucoup de situations dans Facebook où il y a des langues comme l'ourdou, par exemple, qui sont extrêmement populaires sur Facebook. Beaucoup de gens le parlent, mais il y a très très peu de documents ou de textes ourdou traduits en anglais, par exemple. Et c'est des langages sur des structures très différentes, même des alphabets différents, donc qui nécessiteraient beaucoup. Et donc en fait, là, nos équipes de recherche travaillent beaucoup sur comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer des systèmes de traduction quand on a peu de données. Et donc là, les idées, c'est de se tourner vers des méthodes qu'on va appeler non supervisées. Donc c'est-à-dire, est-ce que je peux apprendre à traduire d'une langue vers une autre quand je n'ai aucun exemple de traduction d'un langage vers l'autre? Ce qui semble assez compliqué, même limite impossible. Et pourtant, on a des travaux qui ont été faits à Paris entre la fin de l'année dernière et cette année, qui montrent qu'en fait, des machines sont capables d'apprendre à traduire d'un langage vers l'autre, alors qu'on leur donne aucun exemple de traduction de l'un vers l'autre. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on a énormément de travail dans le laboratoire et aussi dans notre laboratoire de recherche appliquée, pour essayer en fait d'avoir un niveau de performance qui soit très très bon, même pour des langues pour lesquelles on a peu de données. Donc pour schématiser, comment on fait? Donc voilà, pour l'apprentissage supervisé, on va me donner, pour résumer, des millions de phrases traduites de français en anglais, et le réseau de neurones va regarder les phrases et va regarder quand les mots dans une langue ou dans l'autre apparaissent ensemble et essayer de trouver un peu les correspondances comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui nous sert pour les langues, en majorité, les langues les plus parlées, les plus traduites. Et c'est aussi ce que font les humains, sauf qu'on ne lit pas, je pense, des millions, parce que c'est beaucoup, mais c'est un peu la même idée. Dans le non supervisé, donc faut voir qu'on ne va avoir aucune phrase de traduction de l'un vers l'autre. Donc là, on va prendre 3 étapes. Premièrement, on va essayer déjà d'apprendre mot à mot. Donc on oublie les phrases, on va juste essayer d'avoir ce qu'on appelle un dictionnaire traduit, donc de savoir que, voilà, si on reprend le français vers l'anglais, essayer de savoir que chaque mot du dictionnaire anglais trouve une correspondance ou plusieurs correspondances en français, ce qui est déjà très utile. Donc ça, il y a des travaux qui ont été faits ici à l'automne dernier qui montrent que c'est possible d'apprendre ça. Et la façon dont on va faire ça, c'est qu'on va regarder comment dans chaque langage, les mots, quels sont les mots avec lesquels ils apparaissent souvent. Donc par exemple, un mot comme chat, va peut-être, pour schématiser, va apparaître peut-être avec souris, fromage, courir, je ne sais pas, souvent. Et en anglais, le mot chat va aussi apparaître avec les mêmes mots. En fait, il va aussi apparaître parce que en fait, les chats ont le même comportement dans les pays, ils s'en fichent du langage. Et en fait, ça c'est assez intéressant parce que vu que le monde est organisé pareil dans tous les pays, le langage finalement reflète les mêmes comportements dans tous les pays. Donc les mots apparaissent souvent dans les mêmes contextes. Un arbre, ça va souvent apparaître avec les mots jardin, ciel, pomme, feuille, etc. Et donc en fait, on a montré qu'un algorithme est capable, lui, de trouver qu'en fait, il y a des mots. Alors il ne sait pas quel mot correspond à quoi, mais il voit qu'un mot dans un langage et un mot dans un autre semble apparaître avec un espèce de nuage d'autres mots. Et ces nuages se correspondent. Et donc en fait, en faisant ça, un algorithme est capable de trouver que finalement, il semblerait qu'il y a ce groupe de mots, ils ont l'air de se ressembler, donc peut-être que c'est les mêmes mots. Et en fait, ça marche très très bien. Donc comme ça, avec une méthode que je schématise comme ça, on arrive finalement à trouver les correspondances mot à mot, ce qui est la première étape. Donc après, quand on a ça, on peut construire un système de traduction qui va traduire de phrase à phrase. Donc on va commencer par prendre une phrase, lui dire avec notre système de mot à mot, on va lui demander de traduire mot à mot. Donc ça va être une traduction très très simple. On va prendre chaque mot et on va lui demander de dire quel mot qu'on pourrait être traduit. Donc c'est une traduction qui ne respecte pas la syntaxe, pas la grammaire et qui sûrement contient énormément d'erreurs. Mais c'est la première étape. Là-dessus, on va faire tourner ce qu'on appelle un modèle de langage. Donc un modèle de langage, c'est quelque chose qu'on peut juste apprendre à partir d'un langage lui-même. Pas besoin d'avoir les 2 textes. Par exemple, pour le français, c'est un modèle qui va juste lire beaucoup de textes dans un langage et qui va être capable de dire si jamais un enchaînement de mots fait du sens. Okay, donc il va regarder, on va dire, le petit chat est dehors. Le modèle va être capable de dire ok, ça c'est une phrase française qui m'a l'air correcte. Et si je dis le petit chat est planète, par exemple, c'est au niveau du sens, c'est bizarre, et même au niveau de la syntaxe, c'est mauvais. Ou alors le petit chat enfin, des choses comme ça, il va être capable de dire que c'est pas bon. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de traduction. On peut juste l'apprendre sur du texte classique. Et donc, sur notre traduction mot à mot, on va faire passer ça.
et il va être capable de relever quelles sont les grossières erreurs de syntaxe, et peut-être même de les corriger, de proposer des corrections. Donc ça, c'est la deuxième étape. On arrive comme ça à une production qui est un peu meilleure et pour laquelle il y a un début de syntaxe. D'accord? Et après, donc ça, c'est la deuxième. Et la troisième étape, qu'est-ce qui fait tout marcher? C'est ce qu'on appelle en anglais back translation, ou alors translation retour, traduction retour peut-être en français. C'est l'idée de dire que, mettons que je veux traduire du français en anglais, je vais apprendre un système vraiment très approximatif qui va du français vers l'anglais, donc comme je viens d'expliquer. Et on va aussi apprendre un autre système qui va de l'anglais vers le français, donc qui va dans l'autre sens. On peut faire exactement la même chose dans l'autre sens. Donc je me retrouve avec deux systèmes, et après je vais les mettre bout à bout. Je vais partir d'une phrase anglaise, je vais lui demander de traduire en français, elle va faire beaucoup d'erreurs. Et après je vais reprendre mon autre système, je vais lui demander de traduire du français vers l'anglais. Elle va aussi faire beaucoup d'erreurs. Et du coup je pars de l'anglais, j'arrive à l'anglais, avec beaucoup d'erreurs. Mais là, l'intérêt, c'est que là, je peux faire de l'apprentissage supervisé, finalement, parce que j'ai de l'anglais au départ, et je sais que, normalement, si je vais de l'anglais au français et que je reviens à l'anglais, je devrais revenir à la même phrase. Et là, il y a des erreurs qui sont propagées avec les deux traductions. Et donc, l'idée de l'apprentissage, c'est de dire, ben voilà, tu dois partir de là et revenir au même endroit, et tu as fait toutes ces erreurs, corrige-toi. Et comme ça, on peut corriger les deux systèmes. Et en fait, en faisant ça de façon graduelle, on arrive à corriger les erreurs, et on a montré qu'en faisant ça, on arrive à apprendre un système qui traduit du français vers l'anglais, aussi bien que si on lui donnait plusieurs centaines de milliers de traductions, alors qu'il n'en a aucune. Donc ce qui est déjà fort. Évidemment, si on lui donne des millions de traductions, on arrive à être encore un petit peu meilleur. Et encore mieux, pour des langages donc, comme l'anglais et l'ourdou dont je parlais, même notre système qui n'a aucune phrase traduite arrive à mieux marcher qu'un système qui avait quelques centaines de milliers de phrases traduites. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, l'apprentissage supervisé n'a pas assez de données pour apprendre quelque chose de bien, et au pire, il va apprendre quelque chose qui finalement réplique beaucoup d'erreurs, alors quelque chose complètement supervisé est meilleur.